Zabriskie Point. Lorsque la MGM a donné à l'auteur italien Michelangelo Antonioni un budget et un contrôle créatif pour capturer la contre-culture américaine, ils s'attendaient à de la magie. Ce qu'ils ont obtenu, c'est Zabriskie Point, un film lent, philosophique et visuellement envoûtant qui a déconcerté à peu près tout le monde. Suivant deux jeunes désillusionnés à travers le désert californien, le film avait à peine de l'intrigue, mais beaucoup de regards existentiels et d'imagerie psychédélique. Les spectateurs sont sortis. Les critiques se grattèrent la tête. Les recettes au box-office étaient abyssales. Ce fut l'une des expériences les plus coûteuses de la Metro-Goldwyn-Mayer et devint rapidement l'une des plus notoires. Bombe. La sensibilité européenne d'Antonioni n'a pas été comprise par le public américain qui s'attendait à un hymne rebelle ou quelque chose d'aussi dynamique que Easy Rider. À la place, ils ont eu une œuvre d'art méditative qui avançait comme de la mélasse sous le soleil du désert. Mais voici le hic. Des décennies plus tard, Zabriskie Point a été réévalué comme un poème visuel incompris. Sa finale explosive, littéralement une orgie au ralenti de destruction consumériste, est désormais saluée comme un chef-d'œuvre du cinéma d'avant-garde. La musique envoûtante de Pink Floyd n'a pas non plus nui. Il a échoué lourdement. Oui, mais enfoui sous le sable de l'histoire du cinéma des années 70 se trouve une œuvre hypnotique et audacieuse, bien en avance sur son temps. Antonioni a osé tenir un miroir face au vide spirituel de l'Amérique, et l'Amérique l'a immédiatement brisé. Bobby Deerfield. Al Pacino était au sommet. Après Le Parrain, Serpico et Un après-midi de chien, il était le chouchou d'Hollywood. Donc, lorsque Bobby Deerfield est arrivé, un drame romantique sur fond de course de Formule 1, les attentes étaient très élevées. Au lieu de cela, le public a eu droit à une méditation lente sur la mortalité, l'identité et l'amour que personne ne savait vraiment comment aborder. Réalisé par Sidney Pollack et basé sur le roman d'Éric Maria Remarque, Bobby Deerfield raconte l'histoire d'un pilote de course sombre qui tombe amoureux d'une femme en phase terminale. Le rythme était glacial, l'humeur mélancolique, le ton résolument européen, et c'est ce qui a déstabilisé la plupart des spectateurs américains. Ils s'attendaient à Days of Thunder. Ce qu'ils ont obtenu était une romance d'art et essai teintée de silence et de tristesse. Les critiques étaient brutales. Les critiques l'ont qualifié d'autocomplaisant et de trop dramatique. Le public n'est simplement pas venu. Le film n'a récupéré qu'une fraction de son budget et a été discrètement enterré par le studio. Mais malgré tous ses défauts, Bobby Deerfield reste une capsule temporelle envoûtante du cinéma des années 70, essayant de mûrir émotionnellement. La prestation subtile de Pacino a étonnamment bien vieilli, et son sentiment persistant de mélancolie résonne davantage aujourd'hui qu'à l'époque. Parfois, un échec n'est pas un échec, juste un film attendant les bons yeux. 1776. On pourrait penser qu'un succès de Broadway sur la Révolution américaine serait un coup sûr en tant que film, mais quand 1776 est sorti en salle en 1972, le public a réagi avec indifférence. Cette dramatisation musicale de la Déclaration d'indépendance était remplie de chansons accrocheuses, de performances audacieuses, et même d'une touche historique. Mais les spectateurs n'étaient pas d'humeur pour des chants avec les pères fondateurs, surtout au milieu de la guerre du Vietnam et du désenchantement de Watergate. Réalisé par Peter H. Hunt et mettant en vedette William Daniels dans le rôle d'un John Adams chantant, 1776 essayait de trouver un équilibre entre grandeur patriotique et ludique. Irrévérence. Mais les critiques ont trouvé le ton déroutant, trop rigide pour être amusant, trop ringard pour être sérieux. Certaines écoles et organisations l'ont adopté, mais le grand public n'a pas été convaincu. Columbia Pictures a réduit de plus de 20 minutes la version cinématographique, craignant qu'elle ne soit trop longue et trop ennuyeuse. Ironiquement, bon nombre de ces coupures ont nui à la clarté narrative et au rythme musical, et lorsque la version complète a refait surface des décennies plus tard, il était trop tard. Aujourd'hui, 1776 est apprécié par les historiens et les amateurs de comédie musicale pour ce qu'il était, une tentative sincère, quoique maladroite, d'enseigner l'histoire à travers l'harmonie. Un échec, oui, mais un qui a osé être plus intelligent et plus sincère qu'il ne le fallait. Les Missouri Breaks. Cela aurait dû être un triomphe. Marlon Brando, Jack Nicholson. Un western révisionniste dirigé par le scénariste de One-Eyed Jack, Thomas McGuane, et réalisé par Arthur Penn, tout juste après Bonnie and Clyde. Mais The Missouri Breaks n'était en rien triomphant. C'était étrange, c'était inégal, et cela a été un véritable échec. Situé dans le Montana de la fin du 19e siècle, le film suit un voleur de bétail et un régulateur engagé dans un jeu mortel du chat et de la souris. Le scénario était sombre et moderniste, mais Brando l'a emmené dans une autre dimension. Il a refusé de jouer de manière conventionnelle, apparaissant dans des costumes bizarres et improvisants.
Ligne avec des accents irlandais et écossais. Un moment, il est terrifiant. Le suivant, il se parodie. Le public ne savait pas quoi en penser. Les critiques étaient divisées. Certains ont loué son ambition. La plupart l'ont qualifié de désordre. Il n'a pas réussi à récupérer son budget gonflé de 6 millions de dollars et est rapidement tombé dans l'oubli. Et pourtant, il reste fascinant. Une expérience gonzo de déconstruction de genre. La performance de Brando, bien que raillée à l'époque, a depuis été réévaluée comme brillamment bizarre. The Mystery Breaks n'a pas seulement brisé les attentes, il les a pulvérisées. Le dernier Nabab, adapté du roman inachevé de F. Scott Fitzgerald et réalisé par Elia Kazan, son dernier film, Le Dernier Nabab, avait toutes les raisons de réussir. Il mettait en vedette Robert De Niro dans le rôle de Monroe Starr, un personnage à peine voilé représentant le producteur d'MGM Irving Thalberg, et se vantait d'un casting de poids lourd d'Hollywood comme Jack Nicholson, Tony Curtis et Robert Mitchum. Mais le film était l'ombre de son potentiel. Lent, sombre et introspectif, il explorait la mélancolie d'un homme perdant le contrôle dans un système de studio en déclin. Les spectateurs voulaient du glamour et de la nostalgie. Au lieu de cela, ils ont eu une lamentation silencieuse sur la décadence artistique. Les critiques ont admiré son ambition, mais se sont sentis émotionnellement distants. Le film a complètement échoué au box-office. Avec le temps, cependant, Le Dernier Nabab a trouvé sa place dans le cœur des cinéphiles qui apprécient sa tristesse et sa subtilité. La performance de De Niro, réservée et intériorisée, reflète l'usine à rêves déclinante qu'il incarne. Ce n'était pas le grand chant du cygne que Kazan avait peut-être envisagé, mais cela reste un adieu poignant à l'âge d'or d'Hollywood, tragiquement sous-estimé. Les films sur la catastrophe du Hindenburg dominèrent les années 70, et Universal voulait un succès historique pour surfer sur la vague. Voici The Hindenburg, une dramatisation de l'infâme explosion du dirigeable allemand, réalisée par Robert Wise et avec George C. Scott en vedette. Ils ont investi de l'argent dans des décors réalistes, des costumes d'époque, et ont même construit un modèle grandeur nature du dirigeable condamné. Mais au lieu d'un thriller captivant, le public a eu droit à un hybride lent de mystère d'espionnage et de mélodrame historique. Les effets spéciaux étaient fascinants, mais le reste du film ne suivait pas. La montée en tension semblait interminable, les personnages étaient peu développés, et la tension était émoussée, malgré la connaissance du dénouement inévitable. Les critiques ont dégonflé le battage médiatique. Bien qu'il ait reçu des nominations aux Oscars pour son aspect technique, le film a échoué financièrement et critiquement, récupérant à peine ses coûts énormes. Pourtant, il a ses défenseurs. L'explosion finale reste un triomphe des effets pratiques, et le design de production méticuleux du film a bien vieilli. The Hindenburg n'était pas le film catastrophe attendu par le public, mais c'est loin d'être un désastre en soi. L'île du docteur Moreau. Adapté du roman troublant de H.G. Wells, cette adaptation de L'île du docteur Moreau promettait une histoire glaçante de science détraquée, avec Burt Lancaster dans le rôle du médecin fou éponyme. Les attentes étaient élevées. Les spectateurs attendaient de l'horreur. Ce qu'ils ont obtenu était un mélange confus de science-fiction, de philosophie morale et de suspense tiède. L'histoire d'une île lointaine où les animaux sont transformés en abominations humanoïdes est riche en angoisse et en malaise éthique, mais l'exécution a échoué. Le rythme traînait. Les effets de maquillage, plutôt que terrifiants, frôlaient le kitsch. Et malgré la gravité de Lancaster, le film ne s'engagea jamais pleinement dans son potentiel le plus sombre. Sorti au milieu d'un âge d'or de la science-fiction incisive, comme Star Wars et Rencontre du troisième type, Moreau semblait dépassé et fade en comparaison. Il est tombé dans l'oubli, une curiosité ratée à une époque débordante d'innovation de genre. Mais pour certains, cet échec fait partie du charme. Son atmosphère est indéniablement inquiétante, et ses thèmes de l'arrogance et de l'évolution suscitent encore le débat. Les adaptations ultérieures ont été encore pires, rendant cette version de 1977 presque digne. Un flop, absolument, mais avec une étrangeté persistante et un potentiel troublant. Lucky Lady. Avec Gene Hackman, Burt Reynolds et Liza Minnelli en vedette, Lucky Lady était fait sur mesure pour le succès. Situé pendant la Prohibition, le film suit 3 contrebandiers naviguant entre danger et romance en haute mer. Sur le papier, c'était un film à succès assuré. Cependant, en coulisses, c'était le chaos. L'ingérence du studio, les réécritures et les visions contradictoires entre le réalisateur Stanley Donen et les scénaristes de l'arnaque ont conduit à un montage final confus. Le film ne pouvait pas décider s'il était une comédie romantique, un film d'action ou une satire. Il a essayé d'être les 3 et n'est devenu aucun. Et
Les spectateurs étaient confus. Les critiques étaient plus sévères. Malgré son vernis brillant et sa puissance star, Lucky Lady a coulé au box-office, emportant avec lui un investissement alors énorme de 13 millions de dollars. Mais avec le temps, le charme excentrique du film a gagné un petit groupe de fans. C'est une épave magnifique, pleine de style vintage, de chimie étrange et de moments qui fonctionnent presque. Pas un chef-d'œuvre caché, mais un faux pas scintillant avec assez de curiosité pour mériter un second coup d'œil. At Long Last Love. Peter Bogdanovich était de la royauté hollywoodienne au début des années 70. Avec des succès comme The Last Picture Show et Paper Moon, les studios faisaient confiance à ses instincts aveuglément. Alors, quand il a proposé un hommage aux comédies musicales des années 1930, avec des chansons de Cole Porter et des performances en direct sur le plateau, Fox a dit oui sans hésiter. Ce qu'ils ont obtenu, c'est At Long Last Love, avec Burt Reynolds et Sybil Shepherd, dans des rôles qui demandaient plus de talent vocal qu'ils n'en avaient. Bogdanovich a refusé de doubler. Il voulait de la spontanéité. Ce qu'il a obtenu, c'était le chaos. Les numéros musicaux étaient faux, le rythme erratique et le charme douloureusement forcé. Les critiques l'ont démoli. Le public a ri, non pas avec, mais de cela. Ce n'était pas juste un échec, c'était un désastre, embarrassant tout le monde impliqué et mettant fin à la série de succès de Bogdanovich. Fox avait misé gros et perdu encore plus gros. Mais des années plus tard, une version remontée a commencé à gagner des défenseurs. La sincérité, l'esthétique rétro, même le charme musical amateur, tout cela semblait tout à coup attachant. Aujourd'hui, At Long Last Love est encore un film imparfait, mais un film qui a osé essayer quelque chose de fantaisiste et démodé dans une décennie dure et cynique. Un échec, oui, mais fascinant. Darling Lily. Julie Andrews et le réalisateur Blake Edwards étaient le couple en or d'Hollywood. Darling Lily était censé être leur chef-d'œuvre glamour à gros budget, une romance d'espionnage musical se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Il avait tout. Des costumes somptueux, des ballades envoûtantes, et Andrews dans toute sa splendeur de star. Mais il avait aussi un gros problème. Personne ne savait quel type de film il était. Paramount a investi plus de 25 millions de dollars dans le film, une somme stupéfiante en 1970. Mais des réécritures sans fin, des retards de production et un ton incertain ont tout fait dérailler. Était-ce une comédie musicale légère? Un thriller de guerre? Une histoire d'espionnage romantique? En essayant d'être tout cela, il n'a réussi dans aucun domaine. Le film a été charcuté en post-production avec des scènes entières supprimées. Ce qui avait été présenté était un désordre confus et inégal. Le public était déconcerté. Les critiques étaient impitoyables et Paramount a subi une énorme perte financière. Pourtant, enfoui sous tout ce désastre, se cachait une étrange beauté. Ces dernières années, les versions du réalisateur et les réévaluations ont révélé Darling Lily comme une tentative audacieuse et incomprise de quelque chose de grand. Pas un succès, mais certainement pas oubliable. New York, nouveau. New York. Après Taxi Driver, Martin Scorsese était l'enfant chéri des critiques. Donc, lorsqu'il a voulu mélanger le clinquant des comédies musicales classiques de MGM avec un réalisme improvisé et brut, les attentes étaient élevées. New York, avec Liza Minnelli et Robert De Niro, semblait taillé pour les Oscars sur le papier. Mais ce qui est apparu à l'écran était une expérience de tonalité déconcertante. Minnelli a apporté l'éclat à l'ancienne de Broadway. De Niro a apporté un jeu d'acteur sombre et intense. Leurs mondes se sont heurtés dans un film qui semblait émotionnellement chaotique et structurellement désordonné. La durée s'est allongée, le récit a divagué, et le public ne savait pas quoi en penser. Ce fut un échec, difficile. Scorsese était dévasté, sombrant dans l'addiction et presque détruisant sa carrière. Ironiquement, la chanson thème du film, New York, est devenue un hymne intemporel, survivant au film qui a introduit. Aujourd'hui, les cinéphiles voient New York. New York comme un échec audacieux, ambitieux, imparfait, mais inoubliable. Un film qui a tenté de marier deux époques d'Hollywood et s'est retrouvé perdu dans la traduction. Lost Horizon. Imaginez un paradis utopique mis en musique. C'était le rêve derrière Lost Horizon, un remake du classique de 1937, cette fois rempli de numéros de Broadway, de grandes stars et d'une vision éclatante de Shangri-La. Columbia Pictures y a dépensé une fortune, avec Ross Hunter à la production et Charles Jarrott à la réalisation. Ils visaient un succès inspirant et généreux. Au lieu de cela, ils ont obtenu l'une des comédies musicales les plus ridiculisées de la décennie. Les chansons étaient tout juste mémorables, pénibles au mieux, pire. La chorégraphie semblait dépassée, et le choix de Peter Finch et Lee Vullman, ni l'un ni l'autre connus pour leur talent musical, n'a fait qu'ajouter au choc tonal. Les spectateurs étaient confus. Les critiques ont été brutales. Columbia a subi une perte massive.
Le film est rapidement devenu une blague à Hollywood, mais des décennies plus tard, il est réexaminé non pas comme un succès, mais comme une relique curieuse d'un système de studio décalé par rapport à son époque. Lost Horizon est comme une boîte cadeau magnifiquement emballée mais vide. Mais oh, quelle boîte fascinante c'est! La colère de Dieu. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la colère de Dieu, et c'est bien ça la tragédie. Avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prêtre mystérieux armé dans l'Amérique centrale des années 1920, le film était une audacieuse fusion de western spaghetti, de drame politique et d'odyssée spirituelle. Il y avait des assassins se faisant passer pour des hommes saints, des révolutionnaires, de la rédemption, de la trahison, tous les ingrédients d'un film épique. Mais le ton, Hollywood n'a pas réussi à le déterminer. Le marketing n'a pas aidé. Était-ce un film d'action brutale, une parabole religieuse, une aventure en Amérique latine? Personne ne le savait, encore moins le studio. Lorsqu'il est sorti en salle, le public n'est pas venu, et les critiques ne savaient pas quoi penser de ce mélange inhabituel de rugosité et de grâce. Dans les coulisses, la production a connu des difficultés, mais le produit final était plus cohérent qu'on ne le lui a jamais reconnu. La performance de Mitchum était à la fois émotive et dure. L'atmosphère était riche de tension et de sens. Au fil du temps, la colère de Dieu a discrètement développé un culte. Il est maintenant considéré comme une expérience audacieuse qui était tout simplement trop étrange, trop audacieuse et trop moralement complexe pour l'époque. Il n'a pas reçu l'amour qu'il méritait, mais il reste l'un des flops oubliés les plus intrigants des années 1970. Sextet, l'échec qui a détruit le studio. Sextet n'était pas seulement un échec, c'était le dernier clou dans le cercueil pour un studio entier. Division. L'audacieuse expérimentation de United Artists avec des comédies risquées et de bas étage s'est effondrée avec ce seul film. À 84 ans, Mae West a insisté pour jouer son personnage iconique, la bombe sensuelle et impertinente. Le problème? Le temps avait passé, et West refusait de l'admettre. Sextet était un chaos rempli de doubles sens gênants, de numéros musicaux bizarres et de caméos déconcertants. Ringo Starr, Timothy Dalton, Alice Cooper et Dom DeLuise tournaient autour d'une intrigue mince comme du papier, impliquant des espions, le sexe et une lune de miel à chaos. West ne se souvenait pas de ses répliques. Elles dépendaient de prompteurs et du doublage vocal. Les scènes étaient constamment retournées et les tensions sur le plateau devenaient insupportables. Mais United Artists continuait à investir en espérant susciter un film culte. Au lieu de cela, ils ont obtenu l'un des échecs les plus gênants du cinéma. Histoire. Sextet a été anéanti par les critiques, ignoré par le public, et est devenu du jour au lendemain un conte de précaution. La perte financière, combinée aux dommages de réputation, a provoqué un effondrement interne. La division comédie de UA, déjà en difficulté, a été fermée. Les dirigeants ont été licenciés. Le studio ne prendrait plus jamais un tel pari sur une star, s'accrochant à un temps révolu. À l'époque. Aujourd'hui, Sextet est une relique tragicomique à la fois fascinante et douloureuse à regarder. Il n'a pas seulement échoué, il a explosé. Un Winter Kills, un thriller politique paranoïaque vaguement inspiré par les théories de conspiration autour de JFK, Winter Kills avait tout pour un scénario acéré, un casting incroyable et une prémisse glaçante sur le pouvoir, le mensonge et les Américains. Histoire. Mais derrière la caméra, chaos. Le financement provenait de sources douteuses, y compris du crime organisé réel. La production a été arrêtée à plusieurs reprises. Les membres de l'équipe n'étaient pas payés et les producteurs ont été arrêtés plus tard pour drogue. Le trafic. Ce n'est pas une blague. Winter Kills a été partiellement financé par des entreprises criminelles. Le film est finalement sorti en salle en 1979 pendant environ 5 minutes. Il a été retiré presque immédiatement, sans véritable marketing, sans soutien et sans possibilité de se construire un public. Malgré des critiques élogieuses au début, le film a disparu, son potentiel enterré sous des procès et scandales. Mais pour ceux qui l'ont vu, Winter Kills est un chef-d'œuvre tranchant, brillamment monté, sombrement audacieux et bien en avance sur son temps. Il est maintenant salué comme l'un des thrillers politiques les plus audacieux de la décennie. Un échec à sa sortie? Oui, mais en vérité, l'un des couteaux les plus aiguisés que les années 70 aient jamais lancé à l'Amérique. Rêve. Ces 15 films ont échoué au moment le plus crucial, au box-office. Mais le temps a une manière drôle de réécrire l'histoire. Mal compris, mal chronométré, ou simplement trop audacieux pour leur époque, ces échecs sous-estimés des années 1970 prouvent que l'échec peut être fascinant et parfois même légendaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus.